Sans le pétrole, vous n'expliquez pas le coup d'État contre Mossadegh en Iran en 1953. Sans le pétrole, vous n'expliquez pas, à travers les chocs pétroliers, la prépondérance du wahhabisme et par conséquent le salafisme. Sans les interventions liées à la guerre froide qui a opposé les États-Unis à l'Union soviétique, vous ne pouvez pas non plus comprendre le résultat de la guerre des 6 jours et le retournement de l'Égypte par Sadat dans les années 1970-1980. Sans cet affrontement, nous ne comprenons pas non plus la volonté d'en finir avec les régimes bassistes, qui soit le régime de Saddam Hussein ou le régime de Bachar el-Assad, ou même avec le régime de Kadhafi. On est passé quand même d'une stratégie d'intervention dont l'objectif affirmé était la protection des populations civiles à une stratégie de régime change, de changement de régime, comme disent les anglo-saxons. Donc, il me semble, si vous voulez, que quand on regarde l'évolution du modèle capitaliste, on s'aperçoit qu'à partir de 1971-76, le dollar devient la monnaie mondiale, ce sont les accords de la Jamaïque, on rompt avec le système du Gold Exchange Standard, c'est-à-dire avec la convertibilité du dollar en or, 1971, 76 les accords de Jamaïque. En même temps, vous avez les chocs pétroliers qui donnent beaucoup d'argent aux pays producteurs de pétrole qui vont acheter des armements aux États-Unis, etc. Et par conséquent, c'est une façon pour eux de continuer une course en avant qui les conduit à des décisions inconsidérées. J'ai parlé de l'hubris. L'hubris, c'est comment traduire la démesure. C'est un mot grec, la démesure de l'hyperpuissance. 1991, c'est tout à fait typique. Cette guerre était absurde. Je ne le dis pas parce que j'en ai tiré les conséquences sur le champ, mais parce qu'aujourd'hui c'est évident. Et que si certains ne s'en sont pas encore rendus compte, je suis prêt à répondre à leur curiosité. Donc, si vous voulez, la globalisation, elle a quand même introduit dans le monde arabe, à travers l'affaire d'Afghanistan, on a jugé utile d'instrumenter les moudjahidines afghans, des Gulbuddin, Matyar, des gens qui ont été par la suite très actifs, puisque ce sont eux qui ont tué nos soldats dans la vallée d'Ouzbin en 2010. On a jugé utile de les soutenir au-delà du raisonnable. À partir du moment où les soviétiques avaient quitté l'Afghanistan, le gouvernement de Najibullah, vous savez, c'est l'aristocrate afghan, s'appuyait tantôt sur les Russes, tantôt sur les Britanniques ou les Américains, mais le gouvernement de Najibullah était un gouvernement assez potable, qui avait fait des réformes qui allaient quand même dans le bon sens, réforme agraire, l'éducation, libération de la femme, etc. On aurait pu passer un accord pour essayer de maintenir ce gouvernement, alors que celui que les Américains ont cherché à mettre sur pied dans les années 2000 et quelques n'a pas tenu la route. Parce qu'on a laissé se créer une situation en Afghanistan qui n'était plus sous contrôle. Donc la thèse, c'est que la globalisation est devenue folle, pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique, et qu'on a créé nous-mêmes un bourbier dont on n'arrive pas à sortir, enfin dont les Américains essayent de sortir, mais n'arrivent pas à sortir. Parce que Obama voulait s'en sortir en Afghanistan et en Irak, et il est obligé de rester en Afghanistan. Il y a encore 8 000 Américains en Afghanistan, et il y en a 5 ou 6 000 en Irak, comme conseillers militaires. Et ils ne se sont pas complètement dégagés, parce qu'ils ont laissé la place à un chaos indescriptible, avec des milices chiites sectaires qui s'en prennent aux sunnites, qui répondent en se tournant vers Al-Qaïda, puis vers Daesh. Daesh, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas la réaction des sunnites. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que cette globalisation devenue folle, qui recherche les équilibres toujours en avant, par une espèce de course démentielle, vers des équilibres toujours plus improbables, entraîne une succession de crises et un monde chaotique, un monde qui ne se gouverne plus que par le chaos. D'ailleurs, des théories de la gestion du chaos. Donc, le point de contact entre la montée du fondamentalisme musulman et la globalisation du capitalisme, il est là, à travers
gestion des flux financiers, et en général, la déstabilisation à laquelle a abouti un soutien non pensé à des forces obscurantistes, hein, dont on aurait dû se méfier. C'est très vieux, ça remonte même au pacte du Quincy, c'est-à-dire l'accord passé entre Roosevelt et le roi Ibn Saoud, Ben Abdelaziz. Hein, C'était en 1945, hein, sur le lac de Suez, enfin à bord d'un croiseur américain. C'est là que s'est noué le pacte fondamental. Il est question de l'installation d'Israël au Moyen-Orient. Le roi Ibn Saoud n'en veut pas, mais enfin, ensuite on parle des choses sérieuses. Ça n'occupe que le cinquième de la conversation. Hein, c'est la sécurité de l'Arabie Saoudite et l'accès au pétrole des États-Unis.